Chers internautes de MLTV, bienvenue dans le journal de 20h. Voici le sommaire. Les conducteurs de taxi-moto s'expriment sur les opérations de vérification et d'identification de la police républicaine. Plus de 500 motos saisies. 10 ans déjà que l'arbre fétiche est tombé. Tout de suite, un récit qui retrace le parcours de Jean Pliard. Retour en image sur ses qualifications des 4 représentants africains pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA Chili 2025. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, 10 ans maintenant que le Bénin a perdu une figure intellectuelle majeure, Jean Pliard, l'écrivain, homme de culture et de foi qui s'est éteint dans sa 94e année. Sabine Kipadé, dans ce récit, nous retrace son parcours. Né le 21 juillet 1931 à Djougou, au Bénin, Jean Pliard, écrivain et dramaturge franco-béninois, est une figure majeure de la littérature africaine. Il a notamment reçu de nombreux prix, dont celui de la meilleure nouvelle africaine en 1963 avec son œuvre L'arbre fétiche et celui de la littérature d'Afrique noire en 1967 à Paris avec sa pièce Kondo le requin. Père de 7 enfants, Jean Pliard a consacré sa vie à l'éducation, à la littérature, à la religion et au service de son pays. Après des études secondaires entamées au Bénin et en Côte d'Ivoire, il poursuit son parcours à Dakar puis à Toulouse. Géographe de formation, il décroche sa licence en 1955, son diplôme d'études supérieures en 1957 et son doctorat en géographie en 1976 avec une thèse saluée par les félicitations du jury. De 1957 à 1991, il mène une carrière dense dans l'enseignement, partageant son savoir-faire en France, au Bénin, au Togo et notamment l'histoire au Niger. Il a enseigné la géographie au lycée, puis à l'université où il devient maître assistant. Mais c'est surtout à travers ses écrits qu'il laisse une empreinte indélébile. Jean Pliard a su faire résonner les traditions et les réalités africaines dans une langue française maîtrisée, mêlant contes, théâtre et essais. Quelques jours avant de nous quitter, il y a 10 ans à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Jean Pliard a laissé transparaître la profondeur de sa foi dans un témoignage manuscrit poignant. Afin d'éradiquer les numéros d'immatriculation frauduleux et assurer la régularité du paiement de la taxe annuelle d'exploitation par les Émidjamans, plus de 500 motos ont été saisies et transférées au commissariat central du Cotonou. Malgré que l'annonce via un communiqué daté du 24 février et la date limite le 31 mars, beaucoup de conducteurs n'ont pas encore reçu le CAT ou réuni les frais. Des sanctions allant jusqu'à 50% de pénalité et la mise en fourrière s'intensifie. Une opération jugée précipitée par plusieurs concernés. Suivez ce micro-trottoir de la rédaction. Bon ha keke ji mo ro ne do gwan de se mi jano ne do gwan de bo e ba dudu ye no isale ai eni mi la gbe ni ro to mi mi de mi ro to de bo me ya bo mi direction ti mo na yi ka to ti yo ka tu bo we mai no bloru mi bo ti on a habo du no fi de boa bono na wa. Non, en fait, ils ont prévenu de 3 taxis, même les plaques aussi, ils ont prévenu tout. Bon, si ils disaient qu'on va à Amérique, on va prendre la carte. Mais pourtant, arrivé là-bas, on dit qu'il n'y a pas, carte est finie, donc on peut revenir. Mais bientôt qu'ils ont commencé à attraper la taxi maintenant, arrivé là-bas, ils sont sur le papier déchiré là, comment on va faire? Les cartes aussi encore déchirées, on va encore dire, on va encore revenir faire un autre. C'est pas bon. On n'a qu'à amener les cartes, on va faire le droit taxi et c'est fini. Si c'est fini, entre l'autre année, 2027 ou bien 2026, on va encore revenir. Mais il n'y a pas de carte, comment on va faire? On sait qu'il a prévenu nous, correct. Puis des mois qu'ils ont prévenu nous, correct. Tout ce qui est attendu. Mais de manière dont ils ont amené d'attraper le droit à ce là, c'est pas normal. Mais si nous avons mais on me dit dans les pogoudou kaka bon me binamblo to no wa nyina no me bi complete no eno ate kare keke to dimbulu vidange bulu ya do ina wa fene bonanze keke to me bi rando droit à et me ro do dio yogo iya chugara hodo we me nayi
to mi ka de o mi da li jigbon mi do nu gege zan lo to me be ka la kwezan to we ndewe o kpon mi da yi nu fata o kpon mi lo to me da be o ma mi but me bi ku ro benefit o mi o yin wa nu fata but de ka kpon nu fata mi di on eja kpon mi lo mi ran wa nu aro to me aro ansan ko to we so ayin to vi aro na participer nu wa to o ton le eja mo kpon mi gbe eti nu mi ri ese ron pere de me we zon ro et même moi, parce que Milo c'est bien côté fait des couillards. Donc droit à sur Milo yidai. Mais de pression moi. Et jouer à iblo. Et ma jouer à grande ou. Ben qu'on y a habitude de nous. Bon nous même maintenant qu'on quelqu'un to quoi mais à rendre droit de tassi, c'est normal. Mais on m'a do quelqu'un ouan de boucler de tassi blo ya. A welo on a de mais là quelqu'un de et de tassi est gelana. A welo on a de tassi blo. Donc mais on da wa. Ben mon casse quelqu'un ton dio et la oui. Mais là fi quoi c'est quoi un casse ton si. Bon et ka oui blo droit tassi forcé. Et ka non keke ya mais on ka te no keke beaucoup de keke ou ton do nous mais bon ma so ra so awe normal police on a ouli en temps normal do de keke san wo do nous mais et so keke kun so droit asi ho me ane ni o me o de keke san ou ton do nous mais bon me de yure va vo be ko ngbe video e ale ouli ma le so droit asi wa nous e ka le anyi na do me ta anyi do que droit mais ro contrat kun ele di on problème ta meri do me ro contrat kun e di on bon contrat ton libre fo vlavo bon doit hakpa de propriétaire bon oui mama courage ni nya be oui le dio de aussi doit ta blo amen problème est nous le problème quelqu'un est bien tidon do na va sous propriétaire sin kwa we ti o bona mo quelqu'un we ma da gbe o bona di doit ta blo gbe o amura sana jejia. Ils sont désormais connus, les 4 représentants africains de la Coupe du Monde U20 de la FIFA Djili 2025. Le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte porteront haut les couleurs du continent. En validant leur billet pour les demi-finales de la CAN U20 2025, ces sélections ont gagné bien plus qu'une place dans le dernier carré. Une qualification mondiale décrochée au thème de combats disputés, tendus, souvent étouffants, mais toujours intenses. Retour en images sur ces qualifications dans ce récit de Maël Leroux-Bello. Le Maroc a dû son salut à une action malheureuse d'Amara Keïta. À la 115e minute, le défenseur sierra-léonais a dévié dans ses propres filets un ballon qui offrait aux Lionceaux de l'Atlas leur ticket pour le Chili. Dans une rencontre verrouillée où l'engagement a souvent pris le pas sur le jeu, cette bévue a fait basculer une opposition longtemps restée indécise. Réduite à 10 après l'expulsion de Samba Ba, la Sierra Leone a fini par céder malgré un match courageux, un gardien, Mohamed Fofana, longtemps héroïque. Cruel dénouement pour une sélection valeureuse, renversante de combativité mais qui voit son rêve de mondial s'envoler sur un coup du sort. Les Pharaons face au Ghana ont livré un scénario à couper le souffle. Mené 2-0 après un doublé express de Moumen Cherif, l'Égypte a refusé de sombrer. Aziz Issa a d'abord redonné espoir aux siens avant qu'Abdoul Souleymana n'égalise sur un pénalty dans les toutes dernières secondes temps additionnel. Réduit à 10 après l'exclusion d'Aaron Essel, les Ghanéens ont résisté jusqu'à la séance des tirs au but. Mais la précision chirurgicale des Égyptiens, conclue par un tir décisif d'Abdallah Boutseni, a fait pencher la balance, 5 tirs au but à 4. Une victoire pleine de caractère pour les hommes d'Osama Nab qui n'ont jamais cessé d'y croire et offrent une place méritée en demi-finale et bien sûr au Chili. Après la CAN Senior et l'échec des moins de 17 ans, le Sénégal de son côté a une nouvelle fois chuté au tir au but, cette fois en quart de finale face au Nigeria. Aucun but n'a été inscrit durant les 120 minutes. Comme un air de déjà-vu, les Lionceaux se sont effondrés lors de la séance, 3 tirs au but à 1. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué. La tête de Cheikh Thiam sur le poteau à la 42e minute, la tentative de Mamor Faye à la 108e ou encore les percées de Diouk et Konaté. Mais seuls les regrets ont été au rendez-vous. 3 échecs sur 4 tentatives, dont un tir sur la base signé Konaté et un nouvel échec à la loterie. En face, les Nigériens ont affiché un sang-froid implacable. Tchoukou, Ayouma et Benjamin ont transformé sans trembler. Résultat, une 14e qualification pour une Coupe du Monde des moins de 20 ans, un record africain et une confirmation que les Flying Eagles savent voler haut dans les moments décisifs. Dernier qualifié du quatuor africain, l'Afrique du Sud a arraché son billet après prolongation face à une solide équipe de la RD Congo, 1-0 après prolongation. Dominée par la puissance physique des Léopards et souvent acculés dans leur camp, les Hamaditas ont fini par frapper au bon moment. Dans le temps additionnel de la première prolongation, Shakel April a trouvé Taban Maglou qui n'a eu qu'à
conclure du plat du pied au second poteau. Une délivrance après une succession d'occasions manquées de part et d'autre et une bataille rude à chaque duel. Portée par un bloc compact et un mental à toute épreuve, la sélection sud-africaine rejoint ainsi l'élite mondiale. Pour la RD Congo, c'est une sortie frustrante tant l'équipe de Guy Boukassa a montré du caractère et des intentions. Ce week-end s'est refermée à Cotonou la première édition du tournoi de handball dénommé Challenge Malik Gomina. Cette compétition était une sorte de répétition et annonçait les couleurs de la nouvelle saison de handball au Bénin. Au total, 8 équipes ont pris part au challenge, 4 chez les hommes et 4 chez les dames. Les finales de ces deux catégories disputées ce dimanche 11 mai au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou ont vu les équipes Aigle Handball Club chez les hommes et Flowers Handball Club chez les dames remporter le trophée dans leurs catégories respectives. Retour en images sur ces finales dans ce récit de Maëlle Rebello. Lors de la finale homme du challenge honorable Malik Gomina, l'équipe de Eagles Handball Club est arrivée à bout de son ennemi de toujours, Aspac Handball Club. Revanchards, les Aigles ont déployé leurs ailes pour s'adjuger cette coupe après avoir été privés de sacre au plan national par cette même équipe d'Aspac. Illustration avec le capitaine des Aigles, survolté jusqu'au coup de sifflet final. Il faut reconnaître qu'on avait un regain de revanche. Il faut reconnaître que pendant le championnat amateur passé, ils nous avaient gagné et ils nous ont privés du titre. Donc le travail a été redoublé, donc on a redoublé d'ardeur. Et ici on a dit, quel que soit ce qu'il y a, il ne doit pas avoir l'euphorie. On est là pour gagner, on joue pour la gagne et non pour autre chose. Donc voilà un peu la détermination et la rage qui nous ont quand même permis de remporter cette victoire. Menés à la pause, les Aigles ont trouvé les ressources physiques et mentales en deuxième période pour décrocher ce titre. En face, l'équipe des Portuaires s'est délitée au fil de la rencontre. Un peu trop juste physiquement, le bateau des Portuaires a fini par couler et a laissé s'échapper une belle occasion de confirmer sa domination sur son adversaire. Bon, il faut dire que notre adversaire du jour a été plus physique que nous et c'est le début de saison. Donc, on est encore en train de chercher le rythme. On espère qu'on ne pourra pas présenter ce genre de visage pour le reste de la saison. Chez les dames, le Graal du challenge est revenu à l'équipe de Flowers Handball Club, dominatrice. Dès l'entame, l'équipe de Flowers a géré son avance et a remporté le match tout en maîtrise. Une victoire qui a le mérite d'être le fruit d'un travail collectif. Le consigne donné par les coachs était de jouer surtout collectivement parce qu'on ne gagne pas un match seul. Le handball, c'est tout et d'abord tout et avant tout un jeu collectif. Donc il y avait de la collectivité. Battues, les dames d'Aspac acquiescent la défaite sportivement. Mieux, elles ont déjà le regard tourné vers les prochaines échéances avec en ligne de mire la reprise du championnat. Je dirais que manque d'entraînement, nous ne sommes pas encore entraînés. En plus, il y a de nouvelles recrues et tout. Sans entraînement, je pense que ça ne pouvait pas marcher de toutes les façons. Et donc nous allons nous mettre au travail pour la prochaine fois. Nous ne sommes pas découragés, ce n'est pas parce que nous avons perdu une fois que nous allons nous dire que nous avons tout perdu. Ce challenge qui a rassemblé 8 équipes n'est qu'un avant-goût avant le début des hostilités de la saison de handball au Bénin. Pour sa part, l'instance en charge du handball béninois n'entend pas déroger à ses habitudes. Elle s'active pour que les terrains puissent vibrer à nouveau avec intensité. Challenge honorable Malik Gomina, c'est juste pour lancer la saison. C'est un tournoi de mise en jambe, si on peut l'appeler ainsi, que nous avons souhaité organiser au niveau des clubs amateurs. Pour cette année, nous avons un agenda vraiment chargé. Nous avions fait un challenge ici, déjà dans la zone A. On va en faire dans la zone C. Ça, c'est les 17 et 18 mai. Après ça, nous avons plein d'autres activités au niveau des juniors, des catégories d'âge, des professionnels. Avec un public venu nombreux assister à la pré-rentrée, ils s'impatientent déjà pour la reprise du championnat. Après l'étape de Cotonou dans le sud, le Septentrion s'apprête aussi à vibrer autour du challenge honorable Charles Toko les 17 et 18 mai prochains à Parakou. Le rendez-vous est donc pris. Ainsi prend fin ce journal, chers internautes de MLTV. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations.